70, le deuxième était le... Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. On vote donc après-demain dimanche, mais l'incertitude et la faible participation font que plusieurs scénarios sont possibles au premier tour. L'Info c'est clair est intitulé présidentielle J-2, tout peut basculer. Nos invités, Daïk Oduy, vous êtes éditorialiste politique à France Info, Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion en ligne, et Yasmina Jaffar, vous êtes présidente de La Ruche Média, journaliste à Franc-Tireur qui titre cette semaine « Les urnes de la colère ». Alors, Daïk Oduy, bonjour. On commence avec ce titre du journal du dimanche qui interpelle. Il suffit de regarder les courbes. On a d'un côté Marine Le Pen qui monte, de l'autre Emmanuel Macron qui baisse. D'ailleurs, ce matin, Emmanuel Macron perd encore, dans notre sondage, un demi-point à 26,5. Marine Le Pen gagne 1 point à 23. Est-ce que la dynamique aidant, on pourrait avoir une inversion des courbes dimanche soir? C'est une possibilité parce qu'en effet, Marine Le Pen est la candidate de tous les candidats qui est la plus de dynamique depuis plusieurs semaines, alors qu'en même temps, Emmanuel Macron, lui, descend. Mais Emmanuel Macron baisse un peu moins que Marine Le Pen n'augmente. Et du côté de la majorité des soutiens d'Emmanuel Macron, on a une inquiétude raisonnable parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron baisse par rapport à un seuil où il était très fort. C'est ce qu'on appelait l'effet drapeau suite à la crise ukrainienne. Et que là, maintenant, il revient dans ses étiages avant la crise ukrainienne, donc autour de 26%, là où il a une base assez forte, assez solide, avec des gens qui sont assez sûrs de leur vote pour lui et que donc, du côté de la Macronie, on pense qu'il ne va pas baisser plus, que donc le croisement des courbes ne va pas arriver. Mais l'enjeu, évidemment, pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est pas la qualification au second tour, puisque ce sont les deux premiers qui sont qualifiés. C'est évidemment qui arrive en tête, parce que c'est pas du tout la même histoire pour enclencher un élan pour la campagne de second tour. Si vous arrivez premier ou deuxième, et évidemment, ce serait un énorme choc pour Emmanuel Macron s'il n'arrivait pas premier, comme lors de la précédente élection. De 2017. Yasmina Jaffar, finalement, cet effet drapeau dont parlait Daïk à l'instant, est-ce que ça n'a pas été un piège? Est-ce qu'à force de rester sur son piédestal à régler les affaires du monde, Emmanuel Macron en aurait oublié de faire campagne? Oui, en effet, on s'en rend compte là aujourd'hui. Il y a eu un meeting et une prise de parole. Qu'on n'a pas pu diffuser quasiment à cause des problèmes. Enfin, on l'a diffusé ici, mais il y a beaucoup de chaînes qui ne l'ont pas diffusé à cause des temps de parole. Il faut savoir que quand on passe, on va faire la tambouille, 1 minute de Macron, on est obligé de passer 1 minute de Poutou, 1 minute de La Salle, 1 minute, etc., etc. Exactement. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été présent sur la scène. On ne sait pas s'il a utilisé l'Ukraine pour ne pas faire campagne et pour pas être en débat. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui peut lui être reproché. Et peut-être est-il en train de le réaliser pour aujourd'hui être un peu plus actif et amener ses lieutenants à essayer de convaincre que vraiment elle est un danger. Mais elle paraît tellement, Marine Le Pen, sereine dans chacune de ses interventions, tellement souriante, tellement prête, qu'il a une double difficulté, c'est-à-dire faire oublier le fait qu'il a été absent et faire oublier le fait qu'elle est extrêmement présente. Donc c'est aussi ça qui joue aujourd'hui, c'est une bataille d'image. La guerre a servi à cette bataille d'image. Il s'est retrouvé face à un jeune président ukrainien qui est aussi un grand communicant, donc il était plutôt sur cette cour internationale, alors que se joue dans notre pays quelque chose de fondamental. Et en effet, peut-être qu'il l'a perdu de vue. Véronique Reissoult, l'image de Marine Le Pen a énormément changé depuis 2017. Il y a eu ce sondage pour cette enquête faite pour la Fondation Jean Jaurès, qui montrait que Marine Le Pen était la deuxième personnalité politique la plus sympathique aux yeux des Français. Ça se reflète dans les... Ça se reflète sur, on va dire, un indicateur qui est un peu étonnant, mais autrefois, dans ce qu'on appelle la bio, donc quand vous êtes un internaute, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes, vous racontez qui vous êtes, d'accord? Autrefois, les gens, ils écrivaient dans leur bio, tout sauf le Rassemblement National, tout sauf Marine, nos passarades. C'était un étendard. C'était une réalité quasiment constitutive de qui vous étiez, qui était je ferai barrage quoi qu'il arrive au Rassemblement National. Eh bien, ces indications-là dans les bios ont
presque disparu. Alors il y en a toujours, mais ça a plutôt disparu, remplacé par Zemmour d'ailleurs, au passage. Mais le Front républicain anti-Marine Le Pen, il a disparu, donc quand on veut regarder un corpus d'opposants, on voit que les opposants avérés et signalés ont plutôt diminué. Et puis après, oui, il y a plein d'éléments sympathiques. Alors on va mettre de côté les chats, mais sur Internet ça marche toujours. Mais ça l'a rendu plus sympathique. Et puis, voilà, quelqu'un d'apaisé, de posé. Et voilà. J'ai un truc à vous dire après sur... ouais, parce qu'il y a un autre scénario. Et vous savez, on est très tenu par le temps de parole. On est là avec le chronomètre. Non, parce qu'il y a une autre hypothèse. C'est que Emmanuel Macron ne soit pas au second tour. Pourquoi j'en parle ? C'est Nicolas Dupont-Aignan qui a évoqué cette hypothèse. C'est son petit doigt qui lui a dit. Mon petit doigt me dit, je peux me tromper, que les Français, en tout cas je leur dis, si vous allez voter, massivement, si les 47 millions d'électeurs vont voter, eh bien je peux vous dire, on peut déjà sortir Emmanuel Macron dès le premier tour, ce qui serait un grand... Dès le premier tour. Dès le premier tour. Je pense qu'arriver à Lionel Jospin peut arriver à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Français, je les supplie d'aller voter. Ils sont écœurés, on peut en reparler. Partout les gens, hier j'étais à Forbach, les gens sont écœurés. Daïko Duy, l'abstention aidant et la faible participation font que le petit doigt de Nicolas Dupont-Aignan, il pourrait avoir raison. Il a raison s'il y a moins d'abstention. C'est ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, parce que l'abstention, on le sait, elle concerne plutôt les classes populaires, plutôt les jeunes, plutôt les ouvriers. Les classes populaires, c'est l'électorat de Marine Le Pen. Et c'est la crainte qu'elle a que les gens ne se déplacent pas, comme ça a été le cas au dernier régional. Dans les sondages, on indiquait qu'elle pouvait prendre 2-3 régions, et puis au final, le score, il a été très décevant. Et hier, en meeting à Perpignan, évidemment, c'est un classique du dernier meeting, on appelle la mobilisation, mais elle a vraiment insisté contre l'abstention parce que ça pourrait la pénaliser fortement, et ça empêcherait le pronostic de Nicolas Dupont-Aignan qui essaie de mobiliser. Après, il essaie de mobiliser pour lui aussi. Ouais. Alors, le scénario qu'a évoqué Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'hypothèse d'un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Je pense qu'il ne s'imagine pas au second tour, Nicolas Dupont-Aignan. Mais pour que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, il faut qu'il fasse le plein de voix. Le problème, c'est qu'il y a 6 candidats à gauche pour un électorat réduit et des candidats de gauche qui y croient, qui se battent, à l'image de Philippe Poutou, qui explique, mordicus, que le vote utile, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est lui, Philippe Poutou. On écoute. Nous, on pense que c'est utile de voter anticapitaliste. On pense que c'est utile de se donner ce signal-là. On pense que c'est utile de peser le plus possible dans ce sens-là, de dire, bah oui, on va avoir des luttes à mener, on va avoir à se démerder nous-mêmes, nous les opprimés. Alors Philippe Poutou, donc, qui attaque Jean-Luc Mélenchon, mais qui attaque aussi Emmanuel Macron avec sa mesure de relever l'âge légal de la retraite à 65 ans. Et vous allez voir, il y a le style inimitable Poutou. On écoute. Il est tellement sûr de gagner qu'il annonce les mauvais coups à l'avance maintenant. Et donc 65 ans la retraite. Vieille idée de droite, cette idée que finalement, parce que l'espérance de vie augmente, au cas où on se ferait chier à la retraite à pas travailler, il faut travailler plus longtemps. Alors Philippe Poutou qui a aussi attaqué Éric Zemmour avec des termes bien plus musclés. C'était mardi dernier lors de l'émission Élysée 2022. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste est accusé d'agression sexuelle ? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous succéder sur ce plateau. Véronique Reissoult, il y a un style Poutou inimitable, un franc-parler qui est perçu comment ? Un franc-parler qui séduit plutôt. Le passage que vous venez de montrer a été, par exemple, énormément salué par les militants, les sympathisants, mais même globalement par les gens qui sont anti-Zemmour, pas forcément pro-Poutou, en disant, voilà, il a raison, il dit les choses, et puis ce franc-parler... Il fait le buzz sur Internet. Il fait le buzz. Il passe pas inaperçu. Il passe pas inaperçu, mais il a pas forcément des militants qui sont très nombreux, et donc en termes de volume, il a un peu du mal à émerger, mais dès qu'il sort une punch... comme on dit, voilà, une punchline de ce type-là, ça fait le buzz, ça fait parler, mais c'est plus parce que ça fédère contre Zemmour plutôt que de dire qu'il est formidable lui. Donc voilà, c'est un style qui fait parler, mais ça ne crée pas pour autant de l'adhésion. Alors Philippe Poutou, qui a remplacé l'inénarrable et le très populaire qui avait son style bien à lui aussi, Olivier Besancenot. Donc qui est-il ? Il a réussi à émerger. Je vous propose de regarder le portrait de Philippe Poutou. C'est un portrait de l'INA qui a été réalisé en 2016. C'est officiel depuis dimanche, finalement, il rempile.
À 49 ans, Philippe Poutou sera le candidat anticapitaliste aux élections présidentielles de 2017. Et c'est en Aquitaine que ce syndicaliste, fils de facteur et sans diplôme, s'était fait connaître alors qu'il défendait les emplois à l'usine Ford de Blanquefort. Candidat aux législatives en 2007, aux régionales de 2010, il devient ensuite le joker du NPA pour les présidentielles de 2012 à la place d'Olivier Besancenot. Inconnu du grand public, les médias apprécient alors son ton décalé, parfois maladroit, loin des prestations formatées de la plupart des candidats. J'ai pas mes potes et moi je suis habitué à faire partie d'un groupe, on est ensemble, on envahit les salles de réunion avec du patron en groupe, on séquestre en groupe, on fait grève en groupe et sur un plateau je suis tout seul. Il n'obtiendra pourtant que 1,15% des voix au premier tour des présidentielles de 2012. Aujourd'hui, cette nouvelle candidature pour 2017 peut surprendre alors qu'en octobre 2014, il s'était mis en retrait de la direction du parti qu'il jugeait trop parisien. Yasmina Jaffar, c'est vrai qu'il joue la carte donc provinciale et de l'ouvrier aussi, Philippe Poutou. Le problème, c'est que la France se désindustrialise et donc est-ce que sa clientèle ou le prolétariat ouvrier, comme je suis dans la dialectique communiste, est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus réduite? Mais c'est pour ça, juste, en effet, mathématiquement, il est face à une réalité. Le réel, c'est quand on se cogne, comme on dit. Là, c'est très cogné. Donc, pour exister, il a cette sémantique un peu compliquée parce que, encore une fois, on est dans l'image et il faut être dans les mots. Il a ce tempérament, ses phrases directes, parfois un peu vulgaires, mais en tout cas, on se rappelle de lui parce que il a l'air aussi sympathique. Il rappelle aussi des réalités. Par exemple, sur le grand remplacement. Depuis le début, il dit que ça n'est pas un sujet. Il parle du pouvoir d'achat depuis peut-être le mois d'août, exactement comme Marine Le Pen. Mais ça n'imprime pas. Donc, il est sur des thématiques qui peuvent parler aux classes populaires. Mais c'est vrai qu'en effet, parce qu'il y a peut-être de l'exagération dans le propos ou une sympathie qui n'appelle pas le sérieux, on a du mal à se dire que peut-être demain, il pourra remplacer le président de la République à la figure suprême. Mais il est peut-être quelqu'un qui y croit, comme les petits candidats. En 1974, on se rappelle d'un petit candidat qui était Jean-Marie Le Pen, qui a fait 1%, et qui finalement se retrouve quelques années après, en 88, à 14%. Donc, il y a des petits candidats qui, s'ils n'y croient pas, alors c'est pas la peine d'y aller du tout. Donc, dès l'instant où il a ses 500 signatures, il faut qu'il joue absolument tout, son va-tout, pour pouvoir avoir le sentiment de compter, parce qu'il y a des électeurs derrière qui comptent sur lui pour pouvoir faire entendre leur voix, même si la France se désindustrialise. Sa réalité, c'est celle-ci, en fait. Et il la joue à sa manière. C'est vrai, Daïk Oduy, est-ce qu'il n'est pas victime de son style? Alors c'est vrai, bon, il paraît sympathique, on a envie d'aller boire une bière avec lui, mais est-ce qu'on l'imagine à l'Élysée? Surtout qu'on sait très bien que dans l'imaginaire français, on élit un roi à l'Élysée. Et justement, lui, il est honnête. Quand on lui demande qu'est-ce que vous feriez, votre première mesure que vous étiez à l'Élysée, il disait arrêtez, je ne serai jamais élu. D'ailleurs, il est contre la présidentialisation du régime. Il supprimerait le poste de président de la République. Juste quelques nouveautés par rapport au portrait qu'on a vu qui date d'il y a quelques années. Il n'est plus ouvrier puisqu'il a été licencié. Oui, parce que son usine Ford a fermé. Il a été lui-même victime de la désindustrialisation. Mais c'est pas anodin non plus, parce que ça correspond aussi, même si le chômage a reculé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça montre aussi une vérité de ce qu'il est au-delà du côté de bonne humeur. Il est une victime. Elle faisait des boîtes à vitesse, et avec la voiture électrique, on n'a plus besoin de boîtes à vitesse, et donc son usine Ford de Blanquin, je crois, de Blanquefort. Blanquefort, voilà, a fermé. A fermé. Et deuxième nouveauté, c'est qu'il est quand même élu municipal. Ça a été la surprise des municipales à Bordeaux. Il a fait plus de 10%, la liste du NPA, montrant que quand même il y avait... il n'existait pas ce parti seulement que pendant l'élection présidentielle. Et donc, il est conseiller municipal de Bordeaux, ce qui, là aussi, on ne va pas dire que c'est un candidat du système. Mais par rapport à l'idée qu'on peut en avoir de quelqu'un qui ne pourrait pas exercer le pouvoir, là, il peut quand même dire, bah, écoutez, j'en exerce une toute petite partie. En tout cas, je sais ce que c'est qu'un mandat d'élu. Et, alors, a priori, il ne veut pas être candidat la prochaine fois. Non. Après, c'est ce qu'il a dit. Voilà, ils vont devoir peut-être trouver un autre porte-parole du côté du NPA. Et puis surtout, on voit qu'il y a une limite quand même à cette bonne humeur. Il fait que 1%. C'est loin des scores d'Olivier Besancenot, qui a presque frôlé les 5% en 2002. Et là aussi, oui. Ben, allez-y, Véronique. Non, mais alors, c'est vous qui m'aviez fait remarquer, en préparant cette émission, il m'avait fait remarquer qu'en 2002, quand on additionnait les voix d'extrême gauche, on atteignait près des 10%. Et ben, je suis allé voir et on a retrouvé ce sujet de l'INA tourné au lendemain de 2002. Donc, c'est après le 21 avril. Et effectivement, on avait même dépassé, parce qu'il y avait 3 candidats d'extrême gauche. Il y avait aussi du Parti des travailleurs, comment il s'appelle ? Daniel Gluckstein. Voilà, Daniel Gluckstein. Et ben, on a retrouvé ce sujet post-21 avril 2002. On écoute.
Crédité de 0,5% d'intention de vote en début de campagne, Olivier Besancenot a créé la surprise avec ses 4%. Mais le jeune candidat facteur l'affirme, ses voix, il ne les a pas volées aux socialistes. C'est pas la multiplication des candidatures à gauche qui est responsable de tout ça, c'est malheureusement des raisons politiques. Si Jospin a baissé, c'est simplement, il peut s'en prendre qu'à sa propre campagne. Il a commencé dans une campagne de centre-gauche, où personne ne voyait la différence entre Chirac et Jospin. Il a essayé de se rattraper à la dernière minute en sortant des mesurettes qui satisfaisaient personne. La présidentielle 2002 est historique pour les trotskistes. Pour la première fois sous la Ve République, les 3 formations d'extrême gauche atteignent plus de 10% des voix. Eh oui, Daïk Goduy. En 20 ans, l'extrême gauche a été laminée. Aujourd'hui, si on additionne les deux, ils font 1,5. Hein. Absolument, mais en 20 ans, il y a un autre personnage qui est émergé, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui en fait capte ces voix-là, celle d'une radicalité à gauche qu'il n'y avait pas. Il y avait un candidat communiste à l'époque, mais qui n'incarnait pas la même radicalité que Jean-Luc Mélenchon. Ça explique aussi pourquoi les candidats font des moins bons scores. Ça explique aussi peut-être leur personnalité, parce qu'on avait Arlette Laguillet qui était extrêmement populaire, parce qu'elle était candidate depuis 1974, et Olivier Besancenot, qui alliait du fond, quand même, très, très fort débatteur, Olivier Besancenot, avec aussi une forme spectaculaire, parce que c'était aussi un roi des punchlines, Olivier Besancenot. Donc finalement, Véronique Reissoult, Philippe Poutou, sympathique. On partira en vacances, enfin, je sais pas. Si on est le style Poutou, hein, on irait volontiers au camping avec lui, mais on le. Oui. Est-ce qu'on met le bulletin Poutou dans le. Non, on voit bien. Enfin voilà. Donc on a un sondage 1%. Ouais. En 2017, il avait fait 1,09%. Donc il ferait moins bien qu'en 2017. J'ai son score. Hein. Et en réalité, c'est même un des candidats dont on parle le moins sur les réseaux en soi. Donc c'est pas. Enfin, voilà, c'est plus. En fait, souvent quand on parle de lui, c'est sur cette spécificité française des trotskistes et des multiplications de candidatures où de l'étranger on comprend pas et certains Français ne comprennent pas. Ça interpelle le fait qu'il y ait 2 candidats d'extrême gauche. Ouais, surtout à l'étranger où on dit franchement en France on a un truc particulier. Et puis après il y a. Et on a le candidat communiste en plus. Oui, donc il n'a pas changé de nom. Hein. Non. Et après il y a un sujet que vous avez évoqué, mais qui est le fait que on parlait d'ouvriers. Et en fait, les ouvriers, ils sont plutôt associés. Enfin, quand je regarde les champs sémantiques associés, c'est plutôt pour Madame Arthaud. Et lui, il est plutôt anti-capital, anti-racisme, anti-ségrégation. Enfin bref, il est plutôt anti. Et comme le anti, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, du coup, on voit bien que si on devait s'engager, on se dit que c'est plus logique, s'engager à gauche, c'est plus logique d'aller derrière Monsieur Mélenchon, d'autant qu'il y a aussi une petite teinture sur le vert qui est important, on voit dans leur expression, et ils ont l'impression que Monsieur Poutou n'a pas tellement communiqué là-dessus, donc c'est mieux. Enfin voilà, beaucoup vont se pencher vers M. Mélenchon. Vous le disiez, Véronique Reissoult, c'est une spécificité de la France. Ouais. Nous avons 2 candidats d'extrême gauche à l'élection présidentielle. Et bien justement, on écoute Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière, qui explique que si on veut faire bouger les choses dans ce pays, eh bien c'est par la révolte, hein, c'est par l'action, c'est par la rue. On écoute la dialectique de Nathalie Arthaud. Vous voyez votre logique ? Votre logique, c'est que comme les transporteurs subissent finalement la loi des spéculateurs... Je parle d'une situation de court terme. Excusez-moi, oui, je reprends votre raisonnement. Comme ils subissent la loi des spéculateurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire aux salariés, tant pis pour vous, c'est à vous de crever la gueule ouverte. Voilà tout le fonctionnement de cette société capitaliste. C'est comme ça. Vous avez raison. Cette situation en bout précise. de course, en bout de chaîne, c'est toujours le salarié, l'intérimaire, le stagiaire, du sous-traitant qui paye. Eh bien, moi, je suis pour dire ça suffit. La société, justement, elle ne fonctionne que grâce à qui ? Grâce à tous ceux qui sont à la base, à ces ouvriers. Daïk Goduy, il y a une démarche, une approche bien plus intellectuelle dans la façon qu'a Nathalie Arthaud de présenter son programme. Elle parle de la loi des spéculateurs. On est dans la lutte des classes. On est dans le marxiste dans le texte, non ? Ah oui, parce que lutte ouvrière appartient à une nébuleuse plus importante qui est le Parti communiste international. Je ne sais peut-être pas le terme exact, mais il y a le côté international quand même dans leur ADN. Oui, c'est pas du tout la reine des punchlines, Nathalie Arthaud. Elle développe un argumentaire qui est le même depuis toujours, depuis lutte ouvrière. Première candidature en 1974. C'est un des courants du trotskisme, c'est un courant qu'on dit ouvriériste. Ça ne veut pas dire qu'on parle qu'aux ouvriers, ça veut dire que les préoccupations des ouvriers concernent toute la société. C'est ça la nuance. Mais en fait, c'est pas du tout un parti d'ouvriers, c'est plutôt un parti de petits cadres, des services publics, des enseignants,
aussi quand il y a... C'est plus intellectuel. Complètement, mais Voilà. complètement, c'est plus intellectuel. Vous avez des agrégés de mathématiques. Moi, je connais des agrégés de mathématiques qui sont militants à lutte ouvrière. Voilà, c'est plus intellectuel. Il y a une doctrine. Mais dans le NPA, il y avait une doctrine par rapport à l'SR, mais il y a vraiment une doctrine. Et la difficulté d'ailleurs pour lutte ouvrière, c'est est-ce qu'on a pu faire évoluer cette doctrine au fil des âges pour l'accorder avec les préoccupations d'aujourd'hui, à la fois environnementales et à la fois sociétales, de lutte contre les discriminations. Ils sont présents, hein. Elles sont présentes, ces questions-là, dans le programme de Nathalie Arthaud. En revanche, elle ne les met pas forcément en avant. C'est incroyable, Yasmina Jaffar, cette visibilité très forte qu'ont ces candidats qui restent pendant 5 ans, hibernent, on se demande d'ailleurs ce qu'ils font, et tout d'un coup, hop, tiens, c'est comme les fleurs qui apparaissent au printemps, là, tous les 5 ans, on a... là, c'est un tandem, hein, pardonnez-moi, Poutou, Arthaud qui apparaissent et qui sont surreprésentés en France du fait de l'égalité de temps de parole. Mais c'est un rendez-vous. Les Français aiment beaucoup la présidentielle, même si c'est vrai que cette année c'est particulier parce que ça a été un peu étouffé par la guerre en Ukraine, mais on aime ce rendez-vous et on a rendez-vous avec Poutou, on a rendez-vous avec Madame Arthaud, on a eu rendez-vous à une époque avec Arlette Laguillet, travailleuse, voilà, travailleur. Exactement, ça devient des slogans, même ces phrases-là, avec des candidats très farfelus, cheminade. Il y en avait un qui voulait nous emmener sur la Lune. C'était cheminade. Voilà, cheminade. Asselineau, qui voilà. Bon, Je ne suis pas d'accord avec le terme farfelu. Hein, mais... Non, mais en tout cas, moi je le dis. En plus, incroyable. je dis, c'est très très particulier comme candidature. Donc c'est vrai que c'est des rendez-vous auxquels on tient, c'est presque affectif, mais ça reste pas vraiment sérieux parce que la différence entre un cheminade et Arthaud, alors pas du tout, c'est que Madame Arthaud a cette férocité dans le langage qui fait que pour être une petite candidate, il faut arriver avec des idées et arriver à les faire entendre dans le débat. C'est là que c'est intéressant quand on est un petit candidat et qu'on peut participer au débat public de cette manière-là, comme vous le dites très bien, ils sont représentés et audibles, donc c'est le moment. Et malgré tout, cette dialectique est abîmée par une férocité et par une violence qui correspond peut-être pas à un temps nouveau. Donc c'est peut-être la façon dont elle parle depuis 5 représentations est la même, alors que le monde a évolué. Donc comment l'entendre dans cette modernité? Quand Jean-Luc Mélenchon fait des hologrammes dans 12 villes en même temps, on est dans une modernité incroyable. Il a 70 ans. Donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas réellement. Donc au bout si elle décide de ne plus se représenter, peut-être va-t-elle ne pas nous manquer. Véronique Reissoult, non mais c'est vrai ce que dit Yasmina, il y a une violence mais assumée. Elle dit, il y a une lutte des classes, et d'ailleurs elle dit Jean-Luc Mélenchon vend du vent, il fait croire qu'on aura la retraite à 60 ans sans se battre, sans lutte. C'est la faucille. Comment c'est perçu cette idée qu'il y a une lutte des classes et qu'il faut faire rendre gorge un petit peu aux possédants et à ceux qui oppriment, aux spéculateurs qui oppriment les salariés, qui, comme elle le disait dans l'extrait, doit mourir la bouche ouverte et accepter son sort. On va dire que la violence de ses propos et ses positions font qu'elle a voilà, il y a moins d'engagement et peu d'écho, parce que à la limite les punchlines de Monsieur Poutou, ça veut pas dire qu'il y a adhésion, mais vous pouvez les reprendre, vous pouvez plaisanter quand il se moque de Madame Hidalgo en disant que peut-être il sera devant elle et ça sera le moment sympa de l'élection. C'est repris. Madame Arthaud, elle est sur des propos qui sont durs, qui sont violents, qui sont des propos très intellectuels effectivement, et donc ça représente rien. Ça a été toute la campagne la candidate dont on a le moins parlé sur les réseaux. Ça a été la campagne qui a gagné le moins d'abonnés sur l'ensemble de ses lieux d'expression. Et elle a fait une campagne assez classique dans le fond. Elle n'a pas utilisé des moyens très modernes. Même dans son vocabulaire, c'est pas très moderne. Donc voilà, c'est une candidature d'un certain temps qui est datée, logique. Et d'ailleurs, elle est dernière dans les sondages. 0,5 et au premier tour en 2017, elle a fait 0,64%. Voilà. Je peux ajouter un mot sur Nathalie Arthaud, Axel? Ah ben bien sûr, on a le temps encore. Voilà, parce qu'on parle de férocité. Or, il faut savoir que Nathalie Arthaud n'a pas ce ton-là dans la vie. Quand vous discutez avec elle, c'est quelqu'un de plus posé, avec qui on peut discuter. Elle n'est pas comme ça, tout de suite énervée. Et j'en ai discuté avec elle en disant « Pourquoi vous êtes différente ?» Et elle me dit parce que voilà, c'est mon rôle de porte-parole. Voilà, elle est dans un schéma, mais je peux vous dire parce que c'est la lutte, c'est par la lutte qu'on obtiendra. Voilà, et c'est sans doute peut-être dommage électoralement pour elle, mais en revanche, dans la vraie vie, elle n'est pas du tout comme ça. Mais vous savez quoi? Dans la vraie vie, on va la regarder. Effectivement, dans la vraie vie, elle est prof, elle est enseignante et elle est très sympa. Vous allez la voir. Elle plaisante avec ses élèves. C'est un reportage, son portrait qui a été fait. Alors en janvier 2012, il date un peu. Elle est un peu plus jeune. C'était il y a 10 ans. On regarde Nathalie Arthaud. Début du marathon, mi-journée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.
Nathalie Arthaud quitte le lycée technique où elle enseigne l'informatique en gestion. La porte-parole de lutte ouvrière a l'étiquette vue à la télé, ses idées trotskistes sont moins connues. Elle a des idées strauss-kiennes, un révolutionnaire trotskiste. Je les ai entendus entre eux, les uns expliquer, mais oui, lutte ouvrière, elle est communiste. La seule candidate communiste à la présidentielle, c'est donc ainsi que se revendique Nathalie Arthaud, qui s'est installée dans le fauteuil d'Arlette Laguiller, égérie de lutte ouvrière de 1974 à 2008. Je mets mes pas dans les pas d'Arlette Laguiller. Et ça, je crois que tous ceux qui seront intéressés et qui m'écouteront se rendront compte que oui, je défends les mêmes idées. Daïk Edui, c'est exactement ce que vous nous avez expliqué. Hein. On sent que c'est une prof plutôt sympa. Drôle de prof quand même, non? Ah bah. Parce qu'elle est quand même empreinte d'une certaine idéologie. Enfin... Oui, en plus elle est prof d'économie et de gestion, donc on est sur peut-être plus de gestion que d'économie, donc plus technique sur le macroéconomie et les théories, mais oui, après... Elle suit un programme. Ouais, elle suit un programme, et puis après il faudrait demander aux élèves si elle est objective. Elle est peut-être suffisamment intelligente pour ne pas faire de prosélytisme. Déborder. Et voilà. Pour le coup, là, on parlait de la disparition du monde ouvrier. En revanche, le monde enseignant... c'est près d'un... Alors en tout, c'est près d'1 million de personnes, si on compte au-delà des enseignants, dans l'éducation nationale. Bon, on dit qu'il y a beaucoup moins d'idéologie chez les enseignants. Ils sont beaux. Autrefois, on disait qu'ils votaient traditionnellement à gauche. C'est moins vrai sociologiquement, non? Daïk Edui, je parle sous votre contrôle. Oui. C'est un vote Mélenchon, d'ailleurs. Oui, ça reste toujours à gauche. Oui. Et la gauche essaye toujours de s'adresser aux enseignants. Et puis on a vu que tous les candidats proposent une revalorisation. Néanmoins, lutte ouvrière fonctionne auprès... quand même, ce qu'on disait, des cadres de la fonction publique, ça correspond aux enseignants. Mais en revanche, et c'était un peu ce qu'on a vu au meeting de Nathalie Arthaud ce week-end, c'est quand même un public assez âgé. Donc on est sur du 50, 60, plutôt des retraités aussi de la fonction publique, des retraités de l'enseignement. Voilà, c'est un peu âgé le public de Nathalie Arthaud. Il y a un côté 20e siècle. Véronique Reissoult avait l'air d'enterrer un petit peu cette candidature. Je crois que c'est sa 3e et dernière tentative. Lutte ouvrière, c'est peut-être la fin, non? Pour l'élection présidentielle, il y aura une suite? On verra. Oui, tout va être absolument, de toute façon, reconstruit à partir du 24 avril, mais c'est vrai que c'est un peu une candidature datée, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Après, il y en a une depuis 1974. Oui, ça fait partie du paysage. Voilà, ils budgètent leur vie et le financier, y compris pour ces campagnes. Donc ils savent qu'ils vont pas être remboursés. Donc voilà, c'est prévu. Ils ont à chaque fois leur signature parce qu'ils se préparent très tôt à l'avance. Donc voilà. On passe de l'un à l'autre. Alors j'imagine que c'est compliqué de trouver des électeurs lutte ouvrière ou NPA, mais on passe de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plutôt lutte ouvrière, plutôt NPA? C'est le candidat ou c'est le programme, Daïk Edui? Je crois que c'est des histoires aussi familiales, éventuellement. On va dire que le NPA est peut-être beaucoup plus étudiant, beaucoup plus à les tracter dans les facs, dans les universités. Lutte ouvrière, on est ouvriériste, encore une fois, donc on tracte dans les usines. Il y a beaucoup de représentants syndicaux qui sont également membres de lutte ouvrière, d'ailleurs de plusieurs syndicats, mais il y a une tradition syndicale. On rappelle qu'Arlette Laguiller était syndicaliste à la base, aussi dans la banque, dans le secteur bancaire. Donc voilà, on est un peu ces différences-là de public auquel on s'adresse. Alors, 2 élections de l'extrême gauche, 2 candidats d'extrême gauche et un candidat qu'on pourrait qualifier de hors système, voire d'un peu hors sol. Vous voyez de qui je veux parler, même s'il est très enraciné localement avec son terroir. Je veux parler bien sûr de Jean Lassalle, qui est déroutant ou attachant, c'est selon. En tous les cas, il sait parfois parler avec son cœur devant les caméras. Écoute cet extrait. Je suis certainement l'un de ceux qui connaît le mieux la France, tout comme les autres, mais peut-être au moins autant. J'aime profondément ce pays et je veux le rassembler pacifiquement, parce qu'il en a besoin. Mais Jean Lassalle, c'est aussi s'énerver tout rouge. Vous allez le voir, c'était sur ce plateau. Tiens, il était à votre place. Daïk, il était à votre place. Il répondait aux questions de Gilles Bornstein. Et à la fin de l'interview, Gilles Bornstein avait l'air stupéfait. Pourtant, il en faut pour le déstabiliser. Il n'était pas déstabilisé, mais stupéfait. Parce que Jean Lassalle est parti dans une colère noire contre Renaud Dely, qui est journaliste à France Info. On écoute cet extrait et après, je vous donnerai les tenants et les aboutissants de son énervement. Je veux dire simplement à Renaud Dely que je regrette profondément ce qu'il a écrit, même si c'est France Info. C'est un chien. C'est un chien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si, il n'a pas le droit d'écrire ce qu'il a écrit. Jean Lassalle, et je le dis à Jean Quatremer aussi. Ce n'est pas un lieu pour régler. Ça, c'est pas de la politique. Un plateau n'est pas un lieu pour régler ses comptes. C'est un
pleine campagne électorale si on ne peut pas dire les choses de... Comment me connaît-il, cet homme-là, pour porter des jugements aussi graves? C'est pas digne, c'est pas digne. Jean Lassalle, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et vous allez vous renseigner, mais lui va me comprendre. Eh bien, très bien. Nous sommes arrivés très exactement au bout de cette interview. Merci de vous y être prêté. Je vous souhaite une bonne fin de Merci campagne. à vous. Vous êtes un grand journaliste, vous. Un grand journaliste. Je ne vous en demande pas tant. Merci à vous. Et le crime de Renaud Delis, c'est qu'il a écrit que Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, en plus, ils étaient deux, étaient des complotistes des champs. Voilà, bon, bah, ça a visiblement profondément horripilé Jean Lassalle. Daïk Audouy, on voit un peu quand même les deux facettes du personnage, là. Hein. Absolument. L'homme bonhomme qui veut réconcilier les Français, qui fait des tours de France. C'est vrai ce qu'il dit, qu'il connaît bien la France, Jean Lassalle, parce qu'il a fait un tour de France à pied. Il en a écrit un livre. On dit que c'était un peu... il avait compris le mouvement des Gilets jaunes, et c'était d'ailleurs pour ça qu'il justifiait sa candidature. Donc voilà, quelqu'un qui est proche des gens. Et puis de l'autre, quelqu'un qui s'énerve très facilement. On ne sait pas si c'est aussi pour sincère ou pas, pour faire parler de lui. Il est quand même dans le buzz. Il dit des choses. À un moment, il a dit qu'il arrêterait cette campagne. Puis il a continué. À un moment, il va dire qu'il va donner tous ses biens, enfin une partie de ses biens, s'il ne respecte pas son programme, ce qui n'engage rien, puisqu'il ne va pas être élu candidat à la présidentielle. Donc il y a une sorte de buzz, de politique du buzz. Alors est-ce que ça appartient à cela? En tout cas, on n'insulte pas quelqu'un, hein, on n'insulte pas un journaliste. C'est ce que la direction de France Info a rappelé hier en soutien à Renaud Delis. Voilà, c'est les deux visages de Jean Lassalle. Véronique Reissoult, alors lui, pour le coup, il fait réagir? Lui, il fait beaucoup parler. Il attire une forme de sympathie parce que le personnage est truculent à leur tour de France et connaissance de la France, en tout cas de la France rurale certainement, la France des villes peut-être moins, et la France, elle est quand même composée des deux. Ses coups de gueule sont plutôt appréciés, alors pas celui-ci, mais contre les journalistes globalement, parce que c'est une profession qui n'est pas... Je ne savais pas que les journalistes étaient aussi lâches. Voilà. Taper sur les journalistes, c'est... Ça plaît. Ça plaît. Ouais, je suis désolée de vous le dire, mais ça plaît. Pour plein de raisons. Taper sur les politiques, taper sur les journalistes. Taper, ça plaît. Il y a un côté résistance au système qui plaît aussi. Et puis, voilà, il a l'air bonhomme. Ensuite, c'est parmi les candidats qui sont devenus, entre autres, il est devenu une star sur TikTok. Alors, quelquefois, c'est à ses dépens. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a produit la vidéo. Comme une vidéo, on le voit perdre sa dent et voilà. Lors d'un meeting, il est en train de parler, il perd sa dent. Et il a mis ça sur TikTok ou... C'est pas lui. C'est pas lui quand même. Et puis il y en a d'autres où c'est lui qui l'a mis en scène. Certaines de ses vidéos sont vues 2 millions de fois. On va dire qu'il est assez populaire. Parfois, c'est des vidéos un peu gênantes, honnêtement. Un peu gênantes pour lui. C'est drôle et on ne sait pas si ça le sert ou si ça le dessert. Mais il y a une réalité, c'est qu'il progresse. Il a eu 175 000 abonnés en plus sur TikTok. Et s'abonner sur TikTok, ça a un sens parce que vous pouvez avoir les vidéos sans être abonné à un compte quand elles sont populaires. Donc voilà, ça depuis 2 mois. Donc on va dire que oui, il y a une forme de... C'est un personnage jugé souvent sympathique, mais il n'y a pas d'adhésion du tout. C'est pas un sujet d'adhésion, c'est un sujet de quitte à aller voter et dire qu'on n'est pas très content. Celui-là, pourquoi pas, il a l'air sympathique. En revanche, dès que les gens commencent à creuser un peu pour s'intéresser à qui il est, on voit l'autre facette du personnage. Et là, ça plaît moins, en particulier sur les jeunes femmes qui sont pas qui relaient pas tellement ces vidéos, qu'ils trouvent gênantes. Il est un peu à l'ancienne. Ouais, il est plutôt critiqué là-dessus. Mais bon, force est de constater qu'il risque de faire un score pas ridicule. Ah oui, selon les sondages, il fait 2 fois plus qu'en 2017. Il ferait 2,5. Oui, mais parce que 1,21 en 2017. Parce qu'en fait, ses colères et son côté truculent, ça plaît plutôt. Et puis, je vous dis, ces vidéos, elles sont très partagées. Donc, quand on ne sait pas, on se dit, pourquoi pas, à la limite, c'est une façon d'aller voter, sachant que le sujet étant le vote blanc n'étant pas compté, c'est presque un vote blanc, quoi. Ouais, des vidéos où il perd sa dent, où il s'énerve contre une valise. Enfin des trucs improbables. Je suis pas sûr que ce soit très présidentiel. C'est ce que j'allais dire, Yasmina Jaffar. C'est quand même sérieux, la présidence de la République. Est-ce qu'il abaisse pas la politique, et c'est pas un jeu, non plus, et 2, la fonction. D'ailleurs, il a eu ses 500 signatures. Assez facilement. Ouais, on peut se... Il se promène en France, il a un réseau tissé depuis longtemps. Il se promène en France pas que 3 semaines avant. Il y va pendant 5 ans, donc pendant du coup 10 ans, et il a des assises très très sérieuses. Donc et puis c'est aussi une façon son accent pour la ruralité. Comment son accent lui sert. Oui, peut-être.
il n'est pas parisien, lui. Voilà, il n'est pas parisien, c'est peut-être ce qu'a voulu tenter le président avec Castex, par exemple, je sais pas. Voilà, il y a cette façon de voir la ruralité comme ça, et puis ce soutien rural aussi, c'est aussi une façon de la part de la ruralité de dire aux grandes villes, vous voyez, nous avons notre candidat, même si nous ne le soutenons pas dans les idées, dans les faits, il n'y a pas que Karine Le Marchand qui sait parler de la ruralité. Donc c'est vrai qu'à Franc-Tireur, on a fait une dernière page sur justement Jean Lassalle, et on a fait la même chose que Renaud Dely. On a été fouillé, on a regardé, et oui, on peut aussi dire que le complotisme est là dans sa façon de penser. Oui, que la misogynie est là. Oui, que finalement faire une communication avec Vous avez des exemples, vaches et des prés. Malheureusement, j'ai pas, mais je sais qu'il y a quelques semaines, on a fait, mais ça m'échappe là. C'était une page comme ça, on peut la retrouver très facilement sur le site. On a fait le complotisme, c'est aussi toutes ces prises de position contre la politique sanitaire mise en place par Emmanuel Macron. Il était très opposant à toutes les mesures de confinement qu'on... Oui, tout à fait. Voilà, ça me revient. Exactement, exactement. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un personnage qu'il faut garder parce qu'il a cet écho sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui très regardés et très... considérés presque maladroitement comme des médias alors que ça n'en est pas. Donc il faut pouvoir le contrer, et la sympathie ne suffit pas. Parler, il le sait très bien que sa dialectique est compliquée, qu'on comprend pas forcément ce qu'il dit, et il en joue. Ah oui. Oui, il en joue. Il en joue, en fait, il fait un peu de théâtre. Il en joue tout le temps. Il était il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Laurent Ruquier, et de la même manière, il s'était énervé aussi il y a quelques années. Ils se sont fâchés tous les deux, et là il est revenu. Vraiment, c'était du cinéma, c'était du théâtre, c'était un ping-pong. Donc il connaît la scène médiatique, il sait comment fonctionnent les journalistes. Il les critique très bien, mais il faut le faire peut-être avec un petit peu plus de talent ou de retenue pour pouvoir être retenu par le public. Ça reste une candidature, pour le coup, je reprends le mot, presque farfelue, en effet, parce qu'il y a pas de sérieux, il y a juste une envie d'être là parce que besoin d'exister, besoin d'un point de vue narcissique de pouvoir être présent. D'un point de vue narcissique, il y a du narcissisme. Ah oui, bien sûr, on l'a vu là quand il s'est énervé face à Gilles Bronstein, il y a vraiment cette envie d'exister, de colère presque empruntée pour pouvoir faire entendre une voix qui n'est que la sienne au final, et faire une communication avec toujours bien pensé. Il est tout le temps dans les prés. Il est tout le temps près des vaches, il est rarement dans des endroits sombres. Donc c'est aussi une manière de mélanger le fond et la forme. Et on le trouve sympathique parce que justement, il est au plus près de ce que peut être la Terre. Mais non, en fait. Donc nous, notre travail de journaliste, c'est justement de lire à travers ses mots, de lire à travers ses lignes, de lire à travers son soi-disant sympathie pour pouvoir révéler le vrai visage. Et il ne peut pas s'énerver, il doit accepter la critique. Si on veut être à ce poste-là, il faut accepter la critique. Daïko, historiquement, il est de la droite, il était UDF. Mais maintenant, il représente son propre parti. Alors résistons, c'est toute la question, parce que je suis pas d'accord avec le terme de farfelu, je suis plutôt d'accord avec le terme de narcissisme, parce que c'est vrai, on a du mal à voir qui est derrière lui. Est-ce qu'il existe entre deux campagnes présidentielles? Il a essayé de construire une liste aux élections européennes la dernière fois, il n'y est pas parvenu, soit parce que c'était difficile financièrement, ou soit parce qu'il n'a pas réussi à agréger tant de monde que ça derrière lui, parce qu'il faut un certain nombre de gens sur une liste aux élections européennes. Mais voilà, il a du mal à exister. Aux élections régionales, il n'a pas présenté de liste. En Occitanie, sa région, il a soutenu la liste plutôt qui a présenté plutôt les terroirs. Voilà. Mais c'est pas une candidature farfelue dans la mesure où ce qui explique aussi pourquoi il ferait un bon score d'après les sondages dimanche. 2,5, mais oui, mais c'est pas mal. C'est le double de ce qu'il a fait en 2017. Il s'adresse vraiment aux gilets jaunes. Quand vous regardez son programme et notamment tout ce qui concerne les changements politiques, il propose de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC demandé par les gilets jaunes. Il est pour une 6e République. Il essaye de répondre aussi sur la moralisation de la vie publique, interdiction de se présenter si vous avez un casier judiciaire. Bref, il essaye de répondre aux préoccupations des gilets jaunes. Et si jamais il fait un meilleur score qu'il y a 5 ans, c'est peut-être parce qu'il a touché une partie de cet électorat-là. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour ont eu beaucoup de mal à avoir leurs 500 signatures. On a vraiment cru qu'il ne les aurait pas. Lui, il les a eu facilement. Et il est maire. Il était maire, parce que maintenant il est député, il a été obligé de démissionner, mais il a été maire depuis le début depuis les années 80. Enfin, voilà, donc il connaît leurs préoccupations, et quand il va les voir, et comme disait Yasmina, il va les voir pas depuis 6 mois, mais bien avant. Et voilà, il y a un aspect quand même de miroir. Les gens se disent, on donne la signature à l'un d'entre nous qui va défendre nos intérêts, parce que c'est l'autre particularité de son programme. Il y a des mesures très très spécifiques sur les élus, par exemple la possibilité pour une ville de ne pas être obligé d'adhérer à une intercommunalité. Ça ne nous parle pas à nous, mais quand vous allez voir un maire pour avoir une signature, là, le maire, il comprend. Et il vous donne sa signature. Alors, autre candidat qui en est à sa 3e tentative, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il veut y croire. Et alors, il est bas dans les sondages, beaucoup, pour le coup, 2 fois plus bas. Même. Il était à 4,7 en 2017. Là, il est plus qu'à 2% dans les sondages. Mais justement, il dit, un grand classique,
Ne croyez pas les sondages, il l'a redit. On écoute Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France. Plus il y aura de voix pour moi, plus la liberté des Français sera protégée. Donc, laissez les Français choisir. Regardez cette salle magnifique. Vous verrez que les sondages seront balayés. Tout ça vaut rien. Voilà. Laissez les Français choisir. Yasmina Jaffar, on a l'impression qu'il n'a pas trouvé sa place là entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, non? Ça fait beaucoup de candidats extrêmes. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, on a le luxe d'en avoir deux forts. Là, un troisième qui vient s'attacher à leur mollet. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que c'est la troisième candidature qu'on s'est rendu compte. Alors, il est très présent, Nicolas Dupont-Aignan, pendant les 5 ans. Il n'est pas effacé des médias. Il réussit ça. Il a, lui, un autre réseau que celui de Monsieur Lassalle. C'est un réseau médiatique. Sa parole est relayée pendant 5 ans. Donc, il ne disparaît pas comme Artaud, Poutou, il est là. Il fait partie du paysage depuis très longtemps. Mais en effet, quand il y a 5 ans, il rejoignait Marine Le Pen, aujourd'hui, il dit « Raoult sera peut-être mon ministre de la Santé ». Bon, on parlait de sérieux tout à l'heure. Donc, à un moment donné, en effet, c'est peut-être la candidature, l'année de trop, et mais il n'a pas envie d'y renoncer. On le voit bien que la politique est une drogue dure pour ces gens-là, et que si c'est un rendez-vous tous les 5 ans, lui c'est un rendez-vous tous les ans, tout le temps. Il fait partie de l'opposition dans son esprit, et il fait partie du débat public. Quoi faire d'autre s'il ne fait pas ça? Donc voilà, donc c'est la difficulté de la politique métier politique, enfin de comment est-ce qu'on existe pour pouvoir représenter réellement une parole. Qui représente-t-il en réalité? Évidemment, 2%, c'est pas personne quand même, mais qui représente-t-il dans cet éclatement de candidature et dans cet éclatement de la vie politique aujourd'hui? Donc dans 5 ans, que va-t-il faire? Véronique Reiss-Soult, est-ce qu'il est suivi sur Internet, ou on a l'impression que c'est lui, au contraire, qui suit les mouvements, qui suit les gilets jaunes? C'est le contraire. Hein. C'est un peu ça, c'est qu'il essaye de s'accrocher, il n'est pas suivi en soi. Alors lui, pour le coup, il n'y a pas d'engagement. La question qui revient tout le temps quand on parle de lui, et le champ sémantique le plus associé, c'est pourquoi. Et donc on va regarder derrière pourquoi. C'est pourquoi cette candidature. Alors le pourquoi, c'est une année de plus, mais c'est aussi très souvent, je regardais le pourquoi il n'a pas rejoint Marine Le Pen, ou pourquoi il n'a pas rejoint Zemmour, pourquoi il n'a pas fait grossir un de ces deux camps, parce que dans le fond, les uns et les autres disent qu'il n'est pas si éloigné que ça de l'un et de l'autre, donc il aurait pu. Preuve en est le problème de positionnement. Donc un problème de positionnement. En plus, les thèmes que lui utilise beaucoup, c'est le Covid et beaucoup de propos autour de ça. Mais quand on regarde ce qui lui est associé, c'est pas forcément ça. Pas mal de propos complotistes, mais en fait, les gens qui sont sur ces thématiques-là, ils vont plutôt vers Monsieur Philippot que vers lui, même si Monsieur Philippot n'est pas candidat. Mais donc, il est affilié, Philippot. Hein. Oui, mais en fait, on va plutôt parler de Philippot que de lui. Donc le fait qu'ils soient ensemble, voilà, ça agrège en soi, mais il n'est pas un personnage central. Il n'y a pas un rejet non plus. Mais voilà, je dis, c'est le mot pourquoi. Et autant, il y a un vrai sujet autour de Marine Le Pen sur est-ce que je vais aller voter, et on voit bien que ça va être ça son enjeu, parce qu'on le voit beaucoup. Les gens disent, souvent l'expression c'est flemme d'aller voter, mais parce qu'ils se disent, bon, à quoi bon, de toutes les façons, in fine, elle ne gagnera pas. Donc c'est un vrai enjeu. Lui, il n'y a pas ce débat-là. Donc quand on l'entend qu'il dit il faut aller voter parce que je sais qu'il y a un vote caché pour moi, des gens qui... Non, pas du tout. Il y a quelques personnes qui veulent voter pour lui, mais voilà. Le mot qui résume, c'est pourquoi. Voilà. 3e candidature d'Aïk Oduy. Vous me disiez en préparant cette émission que c'était la candidature de trop. Peut-être, en tout cas, je posais la question. Mais oui, on rappelle quand même 4,5% la dernière fois en nombre de voix. Pour qu'on se rende compte de ce que c'est, quand même, c'est 1 600 000 voix. Donc 1 600 000 personnes qui votent pour vous. Le problème, c'est ça a lui monté à la tête un peu. Oui, monter à la tête est peut-être le maximum. C'est peut-être un moment, quand vous êtes petit, que vous arrivez trop fort et que vous êtes avalé par une entreprise plus grosse. C'est ce qui a fait lui arriver. Puisqu'on rappelle qu'il a été un des acteurs de l'entre-deux tours. Attendez, on a prévu... bien sûr, à chaque fois, vous l'amenez sur un plateau. Alors j'en profite. Non, mais bon, vous êtes de connivence. On regarde en 2017, surprise de l'entre-deux tours, Nicolas Dupont-Aignan se rallie à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen lui propose le poste de Premier ministre. On se replonge il y a 5 ans et on revoit l'épisode. Comme dans un mariage, d'un côté les cadres du FN, de l'autre les soutiens restés aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Les mariés, eux, tentent d'afficher une complicité. C'est une sorte de... Je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun sa culture, chacun son... Mais comité de salut public, pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents.
Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai. Comme dans un couple. C'était il y a 5 ans, Daïk Oduy. Et alors, il devait être Premier ministre de Marine Le Pen. Absolument. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est après, pour préparer les législatives, il n'y a pas eu d'accord entre les deux partis. Et voilà, c'est politiquement incompréhensible parce que c'est la suite logique de... Voilà, mais on voit bien peut-être que Nicolas Dupont-Aignan, c'est le problème d'une petite entreprise qui marche un peu. Elle roule que pour lui, en fait. Il y a l'idée, voilà, quand vous alliez avec Marine Le Pen, elle va peut-être vous écraser. Et lui, il sera que le numéro 2. Alors là, il est candidat à chaque fois aux européennes, il est président de son parti. Il existe un parti d'ailleurs qui lui a reproché d'avoir décidé cette alliance avec Marine Le Pen sans forcément concerter tout le monde. Il y en a une partie qui est partie. Il y en a aussi une autre partie de son parti, ça fait beaucoup de partis, mais qu'une fois qu'il n'a pas prolongé cette alliance, qui du coup est allé du côté de Marine Le Pen, en disant je comprends pas. On devait se marier, finalement on n'y va plus. Donc il a perdu des deux côtés, il a perdu, voilà. Et puis le problème de Nicolas Dupont-Aignan, c'est que c'est quoi son identité politique? C'est le souverainisme contre l'Union européenne. C'est toujours présent dans son programme, mais ce n'est plus présent dans le débat public. Donc pour exister, lui, il s'est... Les thèmes qu'il porte, le Frexit, l'idée de sortir de l'Union européenne, sont finalement moins porteurs. Sont moins porteurs, ils font peur à la population, ils sont peut-être pas en adéquation, y compris avec la situation ukrainienne, y compris avec aussi la réponse qu'il y a eu à la pandémie. Alors il est toujours pour la suppression de l'Union européenne, qu'il remplace par une communauté des nations libres. Mais il en parle beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Et lui, pour essayer d'exister, puisqu'il n'a plus, il est plus seul dans cet espace entre le LR et le RN, et il n'y a plus cette identité, il va sur le sanitaire en défenseur des libertés. C'est ce qu'on a vu, ministre des libertés, avec cette idée de proposer Didier Raoult comme ministre de la Santé, avec cette alliance avec Florian Philippot pour cette campagne présidentielle. Il essaye de s'adresser à cet électorat-là, mais qui est ultra minoritaire en France, même s'il est peut-être un peu bruyant, et notamment très bruyant sur les réseaux sociaux. En France, c'est ultra minoritaire. Donc, Alors c'est vrai que, je reprends, c'est Renaud Delis qui avait fâché tout rouge Jean Lassalle, Renaud Delis qui avait traité les deux de complotistes des champs, puisque Nicolas Dupont-Aignan demande la création d'une commission d'enquête sur les effets secondaires du vaccin anti-Covid. Il promet de supprimer le pass vaccinal et d'inscrire dans la Constitution l'interdiction du confinement. En fait, il a voulu surfer sur toutes ces manifestations qu'il y avait tous les samedis et qui sont un peu émoussées avec la fin de l'épidémie. Yasmina Jaffar, on se demande toujours quelle est l'énergie qui pousse ces personnalités. Il faut énormément d'énergie quand même pour faire mousser quelque chose qui a du mal à émerger tout seul, quoi. Exactement, c'est une énergie, l'énergie du désespoir, je sais pas, c'est presque littéraire, c'est presque romantique, cette façon de vouloir absolument exister dans le débat politique, public, parce qu'il a l'impression d'être porté par ses idées, mais c'est vrai que de ne rouler que pour soi-même dans un monde ultra narcissisé, avec ses envies d'apparaître quoi qu'il arrive sur tous les réseaux sociaux, on a le sentiment d'être sa propre star aux yeux de ses propres yeux, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que là, il est jeune, hein, c'est pas quelqu'un qui est vieux. Donc il pourrait encore avoir le temps. Et il fait jeune. Oui, mais il est jeune. Oui, il fait jeune. Il n'a pas vieilli, tiens, d'ailleurs. Oui, non. Et l'argent. Il a pas, voilà, et ça, l'argent, parce qu'on n'est pas remboursé. Il y a l'énergie et ça coûte beaucoup d'argent. Et 5%, il n'y est pas. Donc, est-ce qu'il va continuer chaque 5 ans à y aller au détriment de banques qui vont être de plus en plus regardantes pour voir si elles remboursent ou elles ne remboursent pas, comment ça fonctionne? Donc non, oui, là, on arrive à un plafond de verre. Là, on peut faire une campagne low cost présidentielle, enfin avec peu d'argent. D'ailleurs, il explique lui-même, il dit une affiche collée par un militant, elle coûte moins cher et elle est mieux collée que par un professionnel. Oui, non, on peut faire une campagne low cost. Vous louez une grande salle une fois, comme a pu le faire par exemple Nathalie Arthaud, le Zénith, et puis ça suffit. Et puis après, ce qui compte dans une campagne, c'est les passages médias. Mais en revanche, ce qui finance, on le rappelle, les partis politiques, c'est le score aux élections législatives. En gros, vous avez 1,5 € par voix. En France. Et donc la présidentielle, ça sert aussi pour ces partis à se faire connaître. C'est une bande-annonce. Et après, vous espérez récupérer la mise aux législatives qui va vous assurer un financement chaque année. Et donc, en fait, c'est de l'investissement. L'argent que vous financez une campagne présidentielle, quand vous ne faites pas les 5% et que vous n'êtes pas remboursé, c'est de l'investissement en espérant que vous retrouvez votre mise en ayant le financement aux législatives. Alors, il y a des conditions. Il faut faire plus de 1% sur tout le territoire dans un certain nombre de départements pour que ça soit... voilà.
équilibré sur tout le territoire et pas que dans une seule région. Véronique Reissoult, est-ce qu'on peut faire aussi campagne sur les réseaux sociaux? Et finalement, ça c'est une façon beaucoup moins chère peut-être, plutôt que de coller des affiches, non? Je pense que c'est pas forcément beaucoup, enfin c'est beaucoup moins cher, mais ça a quand même un coût. Pour que ce soit pro, il faut quand même... Bien, oui. Faire campagne sur les réseaux sociaux, ça serait une ineptie que de dire que ça ne compte pas, de dire que ce sont les réseaux sociaux qui vont décider des choses. Pas forcément. Pour autant, c'est un indicateur intéressant. On parlait au tout début d'émission des meetings de M. Macron qui n'avaient pas pu être relayés. Tout le monde a été voir les meetings sur les réseaux. Et c'était intéressant de voir que celui d'Emmanuel Macron, non. Donc en fait, on a des sujets qui vous permettent de voir si vous arrivez à intéresser, si vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait adhésion. Et donc oui, on peut arriver à aller chercher quelques voix et on peut pas faire une campagne sans les réseaux sociaux, mais que avec les réseaux sociaux, non.